Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Comme vous l'aurez compris, au fil des épisodes, je reçois toutes les personnes qui enrichissent mon quotidien pour discuter de sujets divers et variés qui m'intéressent ou me tiennent à cœur. Et pour ne pas déroger à cette règle, je reçois aujourd'hui Julie, avec qui je suis amie depuis l'âge de 12 ans. Julie et moi avons 2 caractères très différents, mais pour autant nos personnalités se ressemblent beaucoup. Nous avons un peu la même manière de considérer le monde, et bien que nos expériences de vie et nos trajectoires soient bien distinctes, nos envies et nos choix les amènent souvent à se ressembler. Nous avons par exemple toutes les 2 fait l'expérience de la vie à l'étranger, et c'est de ça dont nous allons discuter dans cet épisode. Nous allons également aborder le sujet de la transmission dans tout ce que ça implique en termes de partage avec son prochain. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Salut Julie. Salut Barbie. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc, déjà, franchement, ton intro était super. Et donc, je suis Julie, une jeune femme de 35 ans, amie avec Barbara depuis de longues années. Et je suis RH de métier, coach certifié également. Et voilà, j'essaye de kiffer la life, un max. Voilà, et je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Merci, je suis ravie de te recevoir aussi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui t'a mené à t'installer à l'étranger ? Oui, mon parcours, il s'est fait en plusieurs étapes. Je pense que quand j'étais plus jeune, l'étranger, pour moi, se résumait aux Antilles. Okay. Donc voilà, c'était le seul moment où je pouvais prendre l'avion et vraiment traverser un océan pour arriver ailleurs. Donc j'en ai fait l'expérience très jeune. Ouais. Mais en même temps, voilà, t'as ce côté où t'es à la fois ailleurs, mais aussi dans un département français, quoi. Ouais. Donc voilà. Après, l'étranger en tant que tel, je le voyais super loin. Et en même temps, c'était quelque chose où je me disais, un jour, je pourrais le faire. Ok. Donc, mais on va dire que c'est une étape qui me paraissait assez compliquée. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas les billets low cost d'aujourd'hui. Voilà, il y avait les billets à 30 ou 40 euros, etc. Ça n'existait pas trop. Ouais. Donc, voilà, c'était vraiment un coût, un investissement, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que j'ai toujours été ouverte, on va dire, envers d'autres cultures. Toi-même, tu sais, ouais. On a grandi dans des endroits similaires. Donc, voilà, on a fait l'expérience très jeune de différentes cultures, différentes langues. Ouais. Et je pense que ça mène pas mal à l'étranger. C'est clair. Moi, pour partager un peu mon histoire à ce niveau-là, moi, c'est un peu comme toi, mais... non, je mens, parce qu'en fait, je pense que depuis l'enfance, j'ai toujours voyagé. Alors, après, voyager à l'étranger, aux Antilles, clairement. Mais aussi... je sais même plus, mais si, en fait, très jeune, je suis partie déjà chez l'habitant en Angleterre, je crois que j'avais 12 ans, tu vois, je suis beaucoup partie en colonie de vacances aussi, donc à 8 ans, je crois que j'étais aux Baléares, tu vois, des choses comme ça. Donc, tu vois, ça aussi, ça te donne le goût. J'ai toujours vu mes parents voyager, mon père, c'est beaucoup voyagé en France, etc., mais il était tout le temps parti quelque part, tu vois. Okay. Connaît les 4 coins de la France, tout ça. Et ma mère, c'était beaucoup l'étranger. Donc, du coup, mine de rien, ils m'ont quand même transmis ce truc-là. Et moi, j'étais en passion totale pour l'anglais.
la culture anglo-saxonne dans un sens un peu large, tu vois, mais à fond sur les États-Unis. Donc, moi, c'était mon objectif de vie. Je veux finir aux États-Unis à un moment donné, tu vois. Ok, d'accord. Alors, je sais pas si c'était à cause des clips. Enfin, je pense qu'il y a tout ça. Il y a les clips, il y a la représentation aussi, tu vois. Les séries où tu voyais beaucoup de noirs, c'était des séries américaines. C'est clair. Quand on était ado ou plus jeune, quoi. Donc, voilà, il y avait... exactement, les B2K. Voilà, quoi. Une identification à tout ça. Donc, forcément, tu as envie d'aller voir ce qui s'y passe, quoi. Donc, voilà. Mais quand même, avant de vraiment mettre les pieds aux États-Unis pour la première fois, j'avais 20 ans. Je crois que j'ai... Ouais. Alors, je crois que je suis partie genre 2-3 jours après mes 20 ans aux États-Unis. Ok. Mais j'avais déjà fait pas mal de pays, tu vois. Justement, j'étais au Canada avant d'aller aux États-Unis. J'ai fait pas mal de pays en Europe. Je suis allée en Afrique. Enfin, voilà. Et voilà. Donc, après, pour l'installation, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais pour revenir à toi, du coup... Donc, ouais, t'avais cet objectif donc, de t'installer à l'étranger. C'est ça. Comment t'as choisi ta destination et pourquoi t'as choisi cette destination-là? Alors, c'est intéressant de t'entendre parce que moi, contrairement à toi, j'ai pas vu justement mes parents voyager. Ouais. C'était les Antilles ou rien d'autre. J'ai fait aussi quelques colonies, mais... en France. Ouais. Donc, l'étranger me semblait quand même assez loin ou en tout lointain dans ton idée. Lointain, surtout sur la faisabilité. Okay. Si je veux aller là, ok, comment je fais voilà. L'opportunité, la première opportunité, ça a toujours été avec l'école. Donc, moi, j'ai fait allemand première langue. Ouais. Et donc, du coup, il y avait un voyage scolaire par rapport à ça. Donc, tiens, on va en Allemagne, etc., etc. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, c'est le premier pays étranger que tu as fait, quoi. Ouais, ouais. C'était l'Allemagne. Et après, j'ai fait latin-grec. Et grâce à ça, on a été en Italie, voir Pompéi, tout ça. Ouais. Donc, oui, c'était surtout des voyages scolaires. Et après, la première... Petite parenthèse sur les voyages scolaires, mention spéciale quand même pour le Val d'Oise parce que j'ai fait énormément de voyages scolaires, toi aussi en l'occurrence. Mais c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on conscientise pas forcément quand on est plus jeune. Mais mine de rien, t'as des départements qui sont vraiment investis dans ça, quoi. C'est clair. Tu vois, en seconde, j'étais en Espagne, on a fait tout un tour de l'Espagne. Enfin, voilà, on s'est arrêté dans énormément de villes. En première, j'étais à Venise. En terminale, je sais plus où on est allé, à Auschwitz, je crois. Donc voilà, et puis comme je te disais, au collège, je suis allée en Angleterre. Enfin, on a fait pas mal de choses, de déplacements comme ça. Donc, merci au Val d'Oise. C'est ça. Je sais pas si c'est toujours aussi bien géré maintenant. Mais en tout cas, c'était quand même privilégié, quoi. Pour des écoles publiques en plus. Donc voilà. Non, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord et c'est important de le dire parce que finalement... ça a permis... moi, je sais que voilà, quand on a été en Allemagne, la classe qui a été... je pense que si on n'avait pas eu cette occasion avec l'école, on n'y aurait jamais été. Ou en tout cas, bien plus longtemps dans nos vies. Mais c'est pas... l'Allemagne, par exemple, c'est pas le premier pays qui viendrait. Donc là, c'est vraiment l'opportunité qu'on a saisie plutôt que le choix du pays. Après, ça fait du sens avec le programme scolaire, mais voilà. Le premier pays où je suis restée le plus longtemps, donc c'est l'Angleterre. Donc l'Angleterre, j'ai été plusieurs fois. La première, c'était pour un stage. Et pareil, là, c'était lors de mon DUT. Ok. La petite histoire est intéressante quand même parce que en DUT, on doit faire des stages d'expérience. Des petits stages en première et en deuxième année. Et en première année, j'ai postulé à pas mal d'endroits, un peu en RH, etc. Et j'ai pas trouvé. Et du coup, j'ai fait un petit job d'été qui avait rien à voir. Et j'étais assez frustrée. Et je me suis dit que déjà là, il y avait une différence un peu de traitement. Moi, j'avais les notes, mais je fais un petit job d'été qui a rien à voir, alors que j'avais des camarades qui faisaient des stages chez BNP Paribas. Alors qu'ils étaient moins doués que toi, quoi. Voilà. Alors après, ils avaient des moins bonnes notes. Voilà. Alors après, ça me gêne pas, mais c'est juste que je me disais, tiens,
demain, quand on va montrer les CV, ils auront déjà un truc en plus, ils auront déjà travaillé en entreprise, etc. Et donc, la deuxième année, je me suis dit qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Et il y a eu un espèce de petit concours. En deuxième année, on avait 2 places pour aller en Angleterre. Ok. Et ça s'est joué sur les notes. Okay. Donc, les 2 premiers de la classe en anglais pourraient partir, en Angleterre. Donc, voilà. Merci. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu le stage la deuxième année. D'accord. Et vraiment, je suis contente de ça parce que ça m'a permis aussi de me dire, sur mon CV, j'aurais peut-être pas un stage super en RH dans une grosse boîte, mais j'aurais une expérience en Angleterre ou que je peux valoriser aussi. Et donc, revenir un petit peu à niveau quand je vais postuler comme les autres camarades. Ok. Ouais, donc du coup, en fait, c'était plus, encore une fois, le fait de saisir une opportunité que de vraiment choisir l'Angleterre. Exactement, ouais. Ok, d'accord. Ah, c'est cool, c'est super ça. Et donc, du coup, tu as fait C'était un stage ? Ouais, c'était un stage de 3 mois. Okay. Et merci encore le Val d'Oise. Parce qu'il y avait une petite bourse du Val d'Oise pour justement des stages qu'on pouvait faire à l'étranger, etc. Alors attention, parce qu'en fait, on nous donne l'argent à la fin. Ça, je ne le savais pas. Ouais, moi aussi, c'est... voilà. Donc, petit tips. Après, ça fait du bien quand tu rentres de choper quelques... mais tu manges beaucoup de pâtes sur le moment. Donc voilà. Mais en tout cas, stage, c'était à peu près 2 mois ou un peu plus. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans une université. Où je m'occupais un petit peu justement des stages des étudiants, ou en tout cas soit de leur CV ou de la partie un peu carrière des étudiants. Ok, ouais, donc tu étais un peu déjà dans une dynamique de former, en tout cas d'aider les autres, etc. quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord. Et ensuite, du coup, donc après ce stage, tu rentres... Ouais, après ce stage, je rentre en France. Ouais. Et en alternance, RH, parce que c'est ce que j'avais choisi à l'époque. Et j'arrive dans une entreprise internationale où on me dit « Ah tiens, elle a fait 2 mois en Angleterre, elle est bilingue, donc on l'apprend et tout. » Sauf que c'était pas trop le cas. Donc du coup, on m'a pris un petit peu pour l'anglais, mais moi je galérais. Ok. Donc après, à l'écrit, je me débrouillais, etc. Mais franchement, quand on m'appelait, j'essayais d'éviter l'appel. Donc j'allais me planquer dans les toilettes. Donc en fait, et je me sentais carrément pas à l'aise. Et du coup, je me suis dit non, il va falloir que j'y retourne et que j'aille maîtriser la langue, parce que sinon, il y a usurpation d'identité. Ouais. Donc voilà. Ok, d'accord. Moi, comme tu le sais, donc j'ai vécu à New York. Yeah. New York. Et en fait, j'y suis allée pour ma 3e année de licence. Donc j'ai fait 6 mois là-bas parce que, comme je te disais, passion États-Unis depuis toujours. L'anglais, ça me passionnait depuis l'enfance. Tu vois, j'ai un souvenir qui m'est remonté où en fait... je prenais des cours d'anglais à la bibliothèque de ma ville avant même que les cours d'anglais existent. Tu vois, on commençait l'anglais en CM2, je crois, et je devais être en CM1 ou CE2. Je prenais déjà des cours tellement j'étais déter de cette langue, tu vois. Donc voilà, en plus, c'était le samedi matin. Donc, tu vois, la meuf se levait d'elle-même, elle allait prendre ses cours et tout. Et voilà, et donc du coup, j'y suis allée donc, de janvier à juin, quoi. Et c'était top. J'ai adoré cette expérience. Après, je connaissais déjà New York. J'y étais déjà allée 2 fois. Mais là, tu t'installes, c'est différent, etc. Et il y a tous ces bons côtés comme ces moins bons côtés. Enfin, t'étudies là-bas. Donc, c'est vraiment comme dans tout ce que t'as vu dans les séries, les campus immenses, tellement de services à ta disposition, que ce soit des salles de sport, des piscines olympiques, des instruments. Enfin, tu peux tout faire, absolument tout. Mais en même temps, t'es étudiant, donc t'as pas trop de thunes, t'as pas le droit de travailler là-bas parce que t'as qu'un visa étudiant. Donc voilà, merci les bourses du Val d'Oise et autres. Merci les parents aussi, et puis les petits jobs étudiants avant de partir, quoi. C'est clair. Mais quand même,
c'est aussi des choses qui te confrontent à une réalité assez jeune, parce que moi, ça m'a inculqué une gestion des finances, mais hyper carrée, tu vois. Et je me dis, au final, aujourd'hui, je suis indépendante, j'arrive à me gérer, peut-être à cause de ça. Parce que j'avais mon petit carnet où je comptais mes trucs. Alors, la carte de transport, tant, machin, combien il me reste et tout. C'est clair. J'étais obligée d'être hyper méthodique pour pas me retrouver dans le rouge, quoi. Ouais. Donc, voilà. Moi, je l'ai vécu à travers toi aussi parce que... à cette époque-là, moi, j'étais en France. Ouais. Il y avait MSN. C'est vrai. Et donc, du coup, je pense que c'est important aussi de parler de ces expériences parce que ça ouvre un peu le chemin des possibles. Moi, je m'étais pas spécialement dit que j'allais aller aux États-Unis, etc. Mais le fait que tu y ailles, je me dis, ah tiens, moi, peut-être que je pourrais y aller à un de ces quatre. Ouais. Et donc, du coup, voilà, tu commences à visualiser un truc que tu n'as pas forcément envisagé. Ouais. Et j'avais pas de contact, je sais pas, moi, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, pour avoir ce même truc. Ouais. Donc, je suis restée un peu plus sur le côté anglo-saxon. Mais tu vois que finalement, c'est aussi par rapport à ce que tu vis, ce que tu connais et les gens que tu complètement. connais. C'est une forme de pouvoir d'influence. Mais bienveillant. Et en fait, je dis ça, mais même pas, parce que moi, à aucun moment où je vis cette expérience, je me dis ça va aider d'autres. Ouais, c'est clair. En fait, je me dis juste, je vis mon truc. Et après, bien sûr que tu partages parce que on adore ça, mais jamais je me dis ouais, je vais influencer machin et comme ça. Pas du tout. En plus, j'y gagne rien, tu vois. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là parce que, comme je te disais, moi, la première fois que je suis allée au Sénégal, j'avais 15 ans. Et en 2002, donc, il y avait absolument personne. Enfin, il y avait pas tant de tourisme que ça, si ce n'est de la diaspora sénégalaise, quoi. Ouais. Et en fait, moi, j'y suis allée parce que ma mère y était déjà allée, qu'elle avait du coup des amis sur place et elle nous envoyait en vacances, ma sœur et moi, là-bas, tu vois. Et du coup, on était un peu des ovnis, entre guillemets, pour nos amis en France, de dire ah ouais, vous êtes allés là-bas, mais c'est trop cool, etc., tu vois. Surtout quand t'es pas d'origine, parce que voilà, j'avais aussi des amis sénégalais qui retournaient au Sénégal comme tout le monde retournait un peu chez soi, mais quand t'es pas de l'origine, c'est un peu atypique. Et tu vois, au final, plus de 20 ans plus tard, ma sœur vit là-bas, donc tu vois, c'est fou, quoi. Il n'y a pas de hasard, tu vois. Et donc, du coup, quand tu décides de t'installer à Londres, comment ça se passe qu'est-ce que tu as mis en place pour que tout se passe bien et tout ça, quoi. Alors, donc, j'y suis retournée parce que, du coup, cette année, l'année que j'avais fait en France m'a fait réaliser que finalement l'anglais je le maîtrisais pas, sachant que moi j'ai fait allemand première langue, l'anglais je l'ai appris très tard, j'ai aussi toutes les galères des étudiants d'aujourd'hui, c'est-à-dire une prof enceinte pas remplacée, maternité, etc. Donc vraiment quand j'étais en seconde, j'ai réappris vraiment toutes les bases. Bonjour, comment ça va, etc. Et je me suis un peu challengée parce que je suis partie en première langue, en sachant que j'arrive avec un écart de ouf. Mais je me suis dit, ça va vraiment me challenger à aller plus loin, parce que sinon, chaque année avec les autres, on reprenait des trucs super basiques, quoi. Donc, cette année-là, quand je suis revenue de mon stage, etc., je me suis rendu compte que, OK, j'avais un peu débloqué la bouche, mais il me faut maîtriser un peu plus. Et donc, j'ai décidé de faire une année de césure. Voilà, donc après mon M1 et de retourner là-bas. En termes de préparation, j'ai essayé de trouver tout ce que je pouvais à l'époque. C'est fou parce que maintenant avec les smartphones, Google, etc., l'information on la trouve très très rapidement. À l'époque c'était moins le cas. Donc moi je me suis déplacée au Pôle Emploi International. Je savais pas que ça existait. Ça existe, voilà, c'est vers Bastille, entre Bastille et Gare de Lyon, si c'est toujours là. Mais du coup voilà, donc justement je cherchais quelles sont les aides ou les soutiens qu'on peut avoir par rapport à ça. Et le Pôle Emploi International, ils font parfois quelques conférences, partir au Royaume-Uni, partir dans tel ou tel pays, avec un peu une checklist des trucs, etc. Donc voilà. Mais cette préparation, finalement, elle était assez... elle devient un peu tentaculaire parce que on vient chercher une info, il y en a une autre, puis une autre, etc. Et en même temps, j'avais l'impression que c'était un peu...
des données parfois périmées parce que c'est le bouquin de 1980, je sais pas combien. Donc il y a aussi ça. Donc on lit des choses, mais bon, est-ce que c'est la réalité? Ça dépend. Donc du coup, en tout cas, j'ai fait ça. Et puis et après, j'ai sollicité une amie pour qui avait un contact là-bas, et donc c'est comme ça que je suis partie là-bas. Ok, d'accord. Moi, pour revenir vite fait sur mon semestre à New York, pour les gens que ça intéresse, enfin en tout cas les étudiants qui aimeraient le faire, en gros, tu passes, je pense qu'il existe toujours, mais c'est un organisme un peu comme Erasmus, mais qui s'appelle MICEFA. En gros, tu dois déposer un dossier de candidature, etc. Tu dois passer ton TOEFL. Je sais même pas si c'est toujours ça aujourd'hui, parce que maintenant, c'est plus le TOEIC, etc. Mais en gros, le TOEIC, c'est un test d'anglais où tu as un tas de QCM, etc. Le TOEFL, c'est quand même plus balèze, je dirais, parce qu'en fait, tu dois passer une épreuve écrite, une rédaction... une espèce de synthèse de documents. Tu dois aussi faire une espèce de description d'une image, etc. Enfin, disserter sur une image. T'as aussi de l'oral. En fait, tu dois écouter des trucs et redire en anglais ce que toi t'as compris. Enfin, bref, c'est quand même assez balèze. Et en gros, t'as aussi un minimum de points à avoir pour pouvoir partir, du coup. Et je crois que la note, elle doit être sur 120. Et fallait avoir 80 minimum ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui fait un 14 sur 20, grosso modo, quoi. Donc voilà, et une fois que tu as ce truc-là, après, il faut que tu choisisses tes universités. Donc, mieux t'es noté, mieux tu as ton choix qui est accepté, quoi. Et moi, en fait, avec la super poisse que j'ai eue, je sais pas si je me suis... si c'est le stress ou quoi, mais j'ai eu 79 sur 120. D'accord. Alors que c'était 80 le minimum. Et c'était super frustrant parce que j'étais, comme je t'ai dit, super douée en anglais. Il n'y avait aucune raison que je me vautre comme ça. Mais bon, c'est ce qui arrive. Hein. Et du coup... ils m'ont dit, du coup, on veut bien que tu partes parce qu'un point quand même, c'est pas des... Voilà. Mais tu partiras en Louisiane ou en Floride ou je sais pas quoi. Et moi, je voulais aller à New York. C'était tout ce qui m'intéressait. Donc, j'ai dit, que j'ai négocié. J'ai dit, du coup, je pars que un semestre et je vais à New York. Ils m'ont dit, OK, c'est bon, on fait comme ça. OK. Voilà. Donc, parce qu'au début, sinon, je crois que je disais, je fais un semestre là-bas et puis un semestre là. Ils ont dit, oui, mais ça marche pas comme ça. Au final, il y a quand même une fille qui l'a fait. Mais elle les a mis sur le fait accompli. Elle était déjà là-bas, tu vois. Okay. Mais bon, au final, ça m'allait très bien de partir 6 mois. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Après, moi, pour ce qui est de l'installation sur place, j'ai eu de la chance parce que je partais avec une copine de ma promo qui, elle, partait 1 an. Donc, elle avait déjà l'appart, tout ça. Moi, j'avais juste à me greffer, en fait. Okay. Et voilà. Donc ça, à ce niveau-là, c'était quand même pratique. Après, le visa, c'était une galère aussi, ça. Je sais même plus comment ça se passe, mais en gros, je crois que tu dois faire d'abord ton dossier. Je sais plus à l'époque si ça se faisait sur Internet ou par la poste ou quoi. Mais après, tu as rendez-vous à l'ambassade qui se trouve près de la Concorde, à Paris. Et ensuite, tu dois payer sur place ton visa, etc. Moi, à l'époque, j'avais une carte Visa Electron, ça, je me rappelle très bien, parce qu'ils me disaient « Ah, mais non, prends pas ces cartes-là ». Alors, du coup, il fallait que je ressorte de l'ambassade, que j'avais trouvé un distributeur. Un distributeur, exactement. Dans le coin, t'en as pas. Je me tape. En plus, on n'avait pas de GPS sur le téléphone, hein, précisons-le. Il fallait que je demande dans la rue, excusez-moi. Là. Donc, je trouve enfin un endroit où retirer de l'argent. Et puis, je reviens, je refais la queue, machin. Et là, je paye. Enfin, bref, c'était bien, bien galère. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile avec les smartphones et tout ça. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête quand on veut se lancer dans ce genre d'aventure. Après, c'est pas non plus insurmontable. Hein, on l'a fait avec beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, pour revenir un peu à Londres, pour ceux qui connaissent un peu la ville, est-ce que tu peux nous dire dans quel quartier tu as habité et ce que tu as apprécié ou détesté dans chacun de ces quartiers ? Yes, moi j'étais plutôt... je suis pas mal restée dans le sud de l'Angleterre.
sud-est et sud-ouest. Donc, au sud-est, plutôt vers New Cross, pour ceux qui connaissent. Voilà, un peu entre New Cross, Lewisham, Peckham. Et après, plutôt Battersea, Chelsea, voilà, la partie plus sud-ouest de Londres, mais toujours plutôt dans le sud. Ouais. Donc... Ouais, en fait, c'est marrant parce que de ce que tu me cites, c'est des quartiers qui sont assez différents en termes de démographie, non? Et même de niveau social, non? Parce que Chelsea, c'est plutôt Bourges et Peckham un peu moins, je dirais, plus populaire, quoi. Ouais, non, clairement. Et mais c'est intéressant, du coup, tu t'es sentie un peu à l'aise partout ou pas? Oui, à l'aise partout parce qu'en fait, je pense que, bon, voilà, quand... nous, on habite en banlieue, dans des endroits assez populaires, etc. Et en même temps, on n'a pas grandi au cœur de la cité. Ouais. Donc, on a déjà, en France, un peu cette ambivalence où les quartiers, on sait ce que c'est. Et en même temps, nous, on ne vit pas dedans, on vit à côté, dans des endroits qui sont plus sympas. Ouais. Donc, voilà, quand je suis arrivée... dans le sud de l'Angleterre, ça ressemblait quand même assez à ce que moi je connaissais. Ouais. Donc ça m'a pas choquée. Et d'ailleurs, c'est plus tard que j'ai su que il y avait un taux de criminalité très élevé ou des choses comme ça. Mais moi, je l'ai pas spécialement ressenti. J'ai vu que c'était, tu ressens que c'est populaire, mais j'ai pas senti que j'étais en danger. Voilà. Donc parfois, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça joue. Enfin, il y a quelque chose avec le sentiment d'insécurité. Ouais. Donc, par exemple, en France, quand on est H24 sur BFM TV ou quoi que ce soit, et que voilà, il y a pas mal de choses qui se disent, du coup, ça crée un sentiment d'insécurité. Mais complètement, ouais. Mais quand tu vas là-bas, alors je sais pas, je peux pas généraliser, mais moi les gens que je connaissais regardaient pas la télé. La plupart soit n'en avaient pas ou c'était pas leur sujet. Donc déjà on était un petit peu déconnectés de je fais un peu un mix là, disconnectés de ce qui se passait. Et mais c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on vit notre vraie vie. Bah ouais, complètement. Mais ouais, je te rejoins sur le sentiment d'insécurité, c'est hyper important comme appellation, j'ai envie de dire, parce que je me sens jamais en danger. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, par exemple, je sais qu'à Paris, il y a du harcèlement de rue. J'en ai fait les frais 1 milliard de fois. Et pour autant, moi, j'entends des filles dire, oui, moi, je marche avec mes clés dans la main, etc., au cas où, machin. Et moi, j'ai jamais eu ce truc-là. Tu vois, je peux rentrer à 3h du mat solo. Bon, je vais pas non plus être en mode je risque rien, etc. Mais je suis pas non plus à marcher vite ou quoi, tu vois. Ouais. Parce que déjà, j'ai confiance peut-être en mes capacités physiques de défense, même si les hommes, on sait qu'ils sont pour la plupart plus forts que nous, etc. Mais quand même, tu vois, je me dis, puis même parfois avec de la tchatch aussi ou un peu de folie, tu peux surprendre l'autre, etc. Et même, en fait, c'est des situations que je n'envisage même pas. Donc, du coup, ça se fait pas, ça se manifeste pas, etc. Alors après, je dis pas que celles à qui ça arrive, c'est parce qu'elles l'ont voulu ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Mais bon, je pense que parfois, quand t'incarnes un truc où t'as pas peur, bah, ça va, quoi. Ouais, c'est... Tu vois? Oui, j'ai quand même une amie qui a fait 1 mois en Iran, en stop, solo. Il lui est rien arrivé, quoi. Tu vois? Non, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté... Ouais, confiance. Tu sais, là, je pense que c'est un peu lié aux énergies. Tu vois, quelqu'un qui a confiance en lui, etc. Oui, on va moins avoir envie de l'embêter, quoi. Voilà, tu vois. Je pense qu'il y a un peu dans les agressions, même s'il n'y a pas de règles générales, etc., et que ça tombe vraiment sur n'importe qui. Mais tu peux aussi te dire que si les personnes ils essayent de targeter quelqu'un, forcément, ils vont essayer aussi targeter quelqu'un qui vont sentir un peu plus...
j'ai pas le mot, mais... Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et quoi. homme comme femme, tu Bien vois. sûr. Je pense que, voilà, un mec super baraqué de 2 mètres de haut, t'as moins envie d'aller lui prendre ce portable que, tu vois, quelqu'un qui est tout fin, qui fait 1m60, quoi. Ouais, mais complètement. Donc, après, moi, tu vois, des agressions verbales, pour le coup, j'en ai vécu, mais énormément. Et c'était pas quelque chose qui me faisait peur, mais c'était quelque chose qui me faisait foncièrement chier, quoi. Oui. Mais vraiment, tu vois, ça pouvait vraiment me ruiner. Une journée. Ouais, enfin, tu vois, où ça te reste en tête parce que c'était d'une violence aussi, de fou. Mais à partir du moment où j'ai fait un genre de travail de détachement par rapport à ça, de me dire, mais en fait, ça ne te concerne même pas toi. C'est juste parce que t'es une femme, tu passes. Ça pourrait être toi, Julie, peu importe. Ce serait la même chose. Bah, bizarrement, ça m'arrive plus, tu vois. Ouais. Mais c'est fou, hein. Du jour au lendemain, ça a arrêté. De temps en temps, ça m'arrive encore, mais ça va plus être « Ah, vous êtes très charmante, bonne journée ». Mais vraiment avec beaucoup de politesse. Et ça, je prends, tu vois. Mais ouais, donc je pense que ça... Enfin, pour rejoindre ce que tu disais par rapport aux énergies, ce qu'on dégage, etc., ça joue énormément. Ouais. Donc, voilà. Alors oui, du coup, tu m'as pas dit qu'est-ce que tu as particulièrement aimé ou détesté dans ces quartiers-là. Dans ces quartiers, tout ce qui est sud-est, donc voilà, j'ai cité New Cross, Lewisham, j'ai aussi étudié à Elephant and Castle. Et ces parties-là, ce que j'ai aimé, c'est... la diversité, le fait de se sentir un peu dans des quartiers populaires qui nous ressemblent. Ouais, vivants aussi. Vivants. Et puis, en étant une femme noire, dans ces quartiers, tu retrouves la nourriture que tu veux, les produits cosmétiques dont tu as besoin. Donc, il y a aussi ce côté où, OK, je suis à la maison et j'ai pas besoin de faire des kilomètres pour aller chercher une crème, un shampoing, un truc et tout. Donc, il y a un peu ce côté où, voilà, on est à la maison. Entre guillemets, Voilà. Après, ce que j'ai pas aimé, moi déjà, d'une manière générale, j'ai aimé mon expérience londonienne. Donc, franchement, il n'y a pas de gros trucs que j'ai pas aimé en soi. Après, sur ces quartiers-là, voilà, j'ai été dans des endroits qui étaient insalubres. Donc, c'est peut-être ces parties-là. C'est-à-dire que je pense que le marché de l'immobilier là-bas et les tendances, etc., c'est moins contrôlé. On peut te louer tout et n'importe quoi. Les marchands de sommeil, quoi. Voilà. Donc, du coup, t'as pas la garantie d'avoir un truc tip-top. Voilà. Même quand c'est fait en bonne et due forme. Hein. En fait, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. Exact. Donc, forcément, les mecs se régalent, quoi. C'est ça. Donc des endroits avec de l'humidité, des endroits où tu te dis oula. Qui dit humidité, dit moisissure. Des trucs comme ça. À long terme, etc. Voilà. Quoi. Puis aussi, tu sais, des endroits où peut-être les proprios faisaient peut-être moins attention aussi à leurs biens à partir du moment où ils ont l'argent. Donc, tu peux avoir un truc qui est bouché, mais ça reste pendant 10 ans. Tu vois, gros, voilà, des trucs un peu... Ils sont pas soucieux de toi, ton bien-être dans son appart, dans leur appart, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, et ça, tu le ressens un petit peu plus quand même. En tout cas, moi, je l'ai plus ressenti à ces endroits-là. Populaires. Ouais. Après, quand on passe sur le South-West... Mais là-bas, oui, comme tu l'as dit, on sent qu'on est dans des quartiers qui sont plus riches, surtout voilà, Chelsea et les coins un peu d'à côté. Donc, c'est agréable, c'est des endroits qui sont agréables. Moi, je passais un temps fou le soir, juste à marcher dans les rues comme ça, parce qu'elles sont lumineuses, t'as l'impression un peu d'être ailleurs. Donc, c'est des super bons souvenirs. Et en même temps, tu sens la dureté de la vie, parce que les magasins, sont pas les mêmes. Même le supermarché du coin, tu passes je sais pas moi, Lidl, Sainsbury, machin, et puis... dans le South-West, moi, quand j'étais là-bas, c'était Waitrose, c'était des endroits qui étaient un petit peu plus élevés aussi. Donc, voilà. Donc, en fait, tu sens aussi que... parce que quand j'y étais, j'avais pas non plus des moyens énormes. Et donc, tu sens
que t'es dans un endroit plus riche, mais t'as pas accès à tout. Ah oui, ok. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai aimé les endroits parce que tu retrouves plus de choses, plus de facilité, etc. C'est beaucoup plus joli, à mon sens, mais c'est cher. Ouais. Pour revenir rapidement tout à l'heure sur ce que je disais sur le fait de se sentir safe ou pas dans la rue, etc. Je précise quand même que j'habite dans des beaux quartiers de Paris, donc peut-être que je suis aussi moins confrontée aux mecs lourds, etc. Enfin, tu vois, à ce côté... parce qu'effectivement, quand t'es dans un quartier qui est propre, qui est bien entretenu, où les immeubles ne tirent pas la gueule, etc., tout de suite, tu te dis, bah, ça va, quoi. C'est clair. Alors qu'effectivement, quand tout est un peu austère, un peu délabré, etc., bah, forcément, ça peut aussi nourrir ce sentiment d'insécurité. Et pareil, moi, je suis biaisée aussi parce que j'avais pas spécialement l'habitude de sortir le soir ou quoi que ce soit, donc je le faisais on va dire avec parcimonie, c'était pas forcément régulier non plus, donc je peux pas dire que j'étais la numéro 1 dans la nightlife, donc voilà, donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont être plus légitimes à parler de, par exemple, de la nuit à Londres. Ou de marcher à 1h du matin seule à la Chapelle, peut-être que je serais un peu moins sereine. Après, pour le coup, là-dessus, en tout cas sur mon expérience à Londres, ce qui était pas mal, c'est d'avoir, par exemple, les bus toute la nuit. Ça, c'était un gros game changer par rapport à la France, parce que c'est ce qui garantit que tu as toujours des gens qui sont dehors, il y a une activité. Donc, tu n'as pas vraiment ce moment où tu es solo perso, et là, tu te sens peut-être pas forcément à l'aise. Donc, moi, j'ai pris le bus à 3-4 heures du matin. Quand j'avais besoin de rentrer chez moi, je rentrais. Et j'étais pas seule dans ce bus non plus. Donc il y a aussi ce côté où c'est pas faux. Voilà, quand on dit la ville qui dort jamais, je l'ai ressenti. Bah, tu vois, moi j'habitais dans le Bronx, du coup à New York, et c'est un peu comme Londres dans le sens où les transports c'est un peu toute la nuit, etc. En revanche, c'est pas non plus toutes les 15 minutes, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'attendre, je sais pas, 1 heure un bus, toute seule, comme ça, dans le Bronx. Et pour autant, j'étais pas en panique, quoi. Alors, parce que si le Bronx a cette réputation-là, qui est méritée, parce qu'il y a certains quartiers, clairement, moi, j'ai déjà vu un coup de feu partir dans une bande de gars, etc. Mais j'habitais pas ce coin-là. Mais, voilà, il y a une mauvaise réputation, mais il y a aussi ce Bronx que les gens ne connaissent pas, en tout cas en France, ou en tout cas ceux avec qui j'ai parlé de ça, qui est super cool, les gens sont sympas, t'es pas... on te fait pas chier, quoi, tu vois, au contraire, les gens... déjà, physiquement, je ressemble à une Dominicaine, donc on me parlait tout le temps espagnol. J'étais, ah non, moi, c'est plutôt l'anglais, tout ça. Et puis, du coup, t'as aussi ce sentiment de communauté où, à un moment, t'as une vieille dame qui descend du bus qui me dit, ah, tiens, ma carte, elle est encore valide, tiens, garde-la, etc. Enfin, t'as vraiment ce truc. Donc, même quand je rentrais là, super tard, seule, je me sentais pas... je me sentais pas en danger ou quoi que ce soit, tu vois. Après, il m'est quand même arrivé des galères. J'ai eu affaire aux pickpockets qui volent ton téléphone dans ta poche ou des choses comme ça. Mais donc, je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour te donner les bons côtés du Bronx, c'était hyper pratique. C'était chouette. Un peu comme toi, t'as accès à tout... toute cette culture antillaise, mine de rien, tu vois. Tous ces produits, voilà, t'as le coût de la vie est quand même cher, même si t'es dans ce genre de quartier, parce que t'es à New York et bien manger, ça coûte plus cher que manger de la malbouffe. Donc, c'était ça aussi de tout, voilà. Après, c'est bien, ça permet de prendre soin de sa santé, de son alimentation, etc. Après, pour le négatif, c'était, en fait, si tu veux, moi, j'étais vraiment dans le bon coin du Bronx, j'ai envie de dire. Ou si tu partais à gauche, t'étais toujours dans le bon coin. Si tu partais à droite, valait mieux prendre le bus, tu vois, parce que tu passais à un endroit où, on m'avait dit, c'est pas ouf par là-bas, donc au pire, prends le bus, tu vois. Donc voilà, après, moi, je regarde vraiment un super bon souvenir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France à qui je disais, t'habites à New York, ah, trop bien et tout. Et tu te dis, ouais, j'habitais dans le Bronx. Et tout de suite, il y a un genre de jugement dans le regard de, ah ouais, non, en fait, t'es pas une vraie, quoi. Ou, ah ouais, t'es les New-Yorkais un peu d'en bas, quoi.
Tu vois, et j'étais, mais si vous saviez, les gars, j'habitais genre en face du zoo, où c'était gratuit tous les mercredis. T'avais une université hyper prestigieuse, hyper cotée, qui s'appelle Fordham University, pour ceux qui connaissent. Tu vois, et justement, dans ma coloc, il y avait une Chinoise qui venait de Chine pour faire ses études de médecine ou de biologie dans cette université. Tu vois, elle en avait pour 7 ans, etc., quoi. Okay. Donc, tu vois, quand la nana sort de Chine pour faire son truc là, dans le Bronx, c'est que ça, c'est, voilà. Ok, c'est pas Columbia, c'est pas machin, mais ça... Et encore, ça se trouve que c'est le même standing, c'est juste qu'on le sait pas, tu vois. Donc bref, en tout cas, moi, très, très bonne expérience dans le Bronx. Le seul truc, mais ça, je pense que c'est propre à New York de manière générale, c'est l'insalubrité, quoi. Tu vois, autant mon appart, il n'y avait pas de souci, mais on était des folles du ménage pour pas avoir de cafard, parce que si t'avais le malheur de laisser traîner un truc, il y avait toujours un cafard qui se ramenait, quoi. Donc, tu vois, pour la petite anecdote, donc ma coloc Mariama, si tu m'entends, je me fais à manger, machin, je me sers un petit verre de Sprite, tu vois, je me rappelle parfaitement, c'était il y a plus de 20 ans, quoi. Et non, c'était pas il y a 20 ans, c'était il y a 15 ans, bref. Et elle me dit... Enfin, je fais tomber une goutte sur le plan de travail, tu vois. Elle me dit, essuie parce que tu connais les cafards et tout. Donc, moi, je prends un sopalin, j'essuie. Elle me dit, moi, je te dis, passe l'éponge parce que, tu vois, c'est bon, j'ai faim, je vais manger, tu vois. Je vais dans ma chambre, je mange, machin. Elle m'appelle 20 minutes après, elle me dit, viens voir, s'il te plaît, et tout. Je viens dans la cuisine, je vois sur le plan de travail un cafard mort, les pattes en l'air comme ça. Elle me dit, ouais, je suis arrivée, t'es en train de tourner autour de ta tâche, là. Je me c'est un truc de malade. Ouais. Donc, ouais, vraiment, là-bas, faut faire super gaffe. Et puis, tu vois, l'épidémie des bedbugs, là, les punaises de lit, ça existe depuis... la première fois que je suis allée là-bas, c'était en 2007. Ouais. Il y avait déjà ce problème. Ouais. Même en Angleterre, j'avais entendu aussi. Tu vois donc, ça, ouais, c'est un gros truc. Je pense que déjà, de base... je suis assez germophobe et tout, mais ça me l'a augmenté de ouf quand j'étais là-bas. Tu vois, dans les transports, je m'asseyais quasiment jamais. Si j'allais à la laverie, je portais tout, je mettais rien dans les bacs, je mettais dans la machine direct, j'enlève avec les mains, je remets dans mon sac et tout, parce que j'avais trop peur de choper des punaises, quoi. Ouais. J'ai eu la chance de ne pas en avoir, mais il y avait des Françaises, bah, tu vois, qui, elles, pour le coup, vivaient dans l'Upper West Side. Et ben, elles avaient des bedbugs. Et boutons sur la gueule, enfin, vraiment partout. Les pauvres, c'était l'enfer. Ouais. Donc, voilà. Dans l'ensemble, super expérience. J'ai trop aimé, quoi. Qu'est-ce que tu penses, toi, comment tu comparerais la vie à Londres à la vie à Paris? Et qu'est-ce que tu penses de la mentalité anglo-saxonne, en gros, quoi, de manière générale? Alors, pour moi, ce qui était un peu délicat, c'était que moi, je suis née et j'ai grandi en banlieue. Ouais. Et ensuite, je suis partie à Londres. Okay. Et du coup... ouais, t'es pas passée par la case Paris intramuros, quoi. Voilà. Donc, ce que je comparais, c'était la vie de banlieusarde de banlieusarde parisienne avec Londres. Et du coup, c'est pas pareil. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai apprécié, déjà, franchement, c'est... les transports, parce que ça te donne une liberté. Uber n'existait pas à l'époque, enfin, je m'en souviens pas. Et donc, voilà, donc ça veut dire avoir des bus, des métros, etc., etc. Ça te donne une liberté d'aller et venir où tu veux, etc. Donc ça a été vraiment pour moi un game changer, et je me suis dit, mais c'est génial. Voilà. Après, sur la mentalité, oui, quand je suis partie de la France, c'était aussi bien sûr un ras-le-bol. En fait, tu le justifies avec oui, je vais apprendre l'anglais, etc. Ça, c'est sur le papier, c'est si on te demande, c'est si tu veux pas rentrer dans les détails, etc. Mais on avait vécu plusieurs incidents en France. Il y avait ceux qu'ils appellent les émeutes de banlieue. Il y avait déjà une atmosphère qui était assez lourde sur ce que Sarkozy appelait les racailles, etc., etc. Donc, on était aussi dans un contexte où tu avais juste envie d'aller ailleurs. Ouais.
Et effectivement, quand moi j'avais vécu pas mal de choses en fait en France, que ce soit moi ou les gens autour de moi, la discrimination à l'embauche, des injustices ou des manques de respect là et là. Et donc du coup, partir en Angleterre pour moi, c'était aussi aller voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est vrai que voilà, dès que tu arrives là-bas et que tu vois que y a plus de diversité dans les entreprises, que tout le monde peut, par exemple, parle d'entrepreneuriat, ou etc., etc. Ça ouvre un peu le champ des possibles. Ouais. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une vibe positive. Et j'ai trouvé aussi qu'on est plus sur le côté où, si tu veux faire des choses, il y a toujours un moyen. Ouais. Là où, en fait, en France, en tout cas, mon sentiment, c'était que y avait toujours des barrières, on nous empêche toujours, on veut faire un truc, mais t'as toujours l'impression d'être un peu empêché, etc. Et à Londres, j'ai trouvé que c'était le contraire. Si je veux faire un truc, je vais trouver un groupe, des gens qui vont pouvoir m'aider, me booster là-dessus. Et donc voilà, donc ça, c'était vraiment un plus. Ouais, c'est ce que j'ai retrouvé aussi aux États-Unis. Tu vois, à l'université, tu avais pléthore de groupes où tu pouvais t'inscrire, que ce soit, par exemple, il y avait le groupe des Caribéens du campus, par exemple, ou le groupe des Coréens, le groupe des Japonais, tu avais ça. Après, tu avais selon ce que tu aimes faire. Donc, ça pouvait être un book club, un music club, un sports club, etc. Donc, vraiment, il y a énormément de choses qui sont mises en place pour que tu puisses rencontrer des gens. À travers ce que t'aimes, à travers ce que tu es. Donc ça, c'était vachement bien, je trouvais. Je trouve que dans la mentalité, les gens sont vachement plus avenants. Alors après, on dit que pour maintenir une amitié, c'est compliqué, etc. Moi, il y en a il y a un Américain avec qui je suis devenue amie et je suis toujours amie aujourd'hui, tu vois. Donc, bon, alors oui, on va me dire, oui, mais c'est et tout ça, mais c'est juste parce qu'il y en a avec qui j'ai pas moi-même creusé, tu vois, parce que je ressentais pas forcément le besoin ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, les gens te parlent facilement. En fait, il y a ce truc où tu te sens pas... En fait, tu fais facilement confiance parce que les gens sont bienveillants. Tu vois, justement, pour revenir à ma vie du Bronx, là, je viens de me rappeler un jour où j'étais en pause déjeuner entre les cours et j'avais très peu de temps, mais je voulais absolument rentrer chez moi manger. Alors, peut-être parce que j'avais pas de thunes ou j'en sais rien, mais je voulais rentrer et du coup, je me disais, mais je vais avoir à peine 10 minutes sur place et je vais repartir. Et en fait, je suis à l'arrêt de bus et il y a un taxi qui s'arrête. Il me dit, ouais, tu vas où, machin? Donc, je lui dis, non, mais j'ai pas de thunes. Vas-y, mais monte, gratuit. Tu vois? Et c'est pas les taxis jaunes, machin, c'est les Lincoln. Donc, c'est des voitures vraiment spécifiques au Bronx, où tu dis, le gars, il m'embarque, personne ne sait. Mais clair. Moi, confiance, j'y vais, tu vois, et ça se passe très bien, en fait. Le gars, hyper gentil et tout. Bah, vas-y, bonne journée, kiffe bien, welcome, machin, et puis ciao, quoi. Et à aucun moment, il m'a dragué, à aucun moment, il m'a demandé de l'argent, il m'a pas enlevé, enfin, tout va bien, quoi. Donc après, est-ce que j'ai une bonne étoile ou quoi? Peut-être. Mais voilà, ça, c'est vraiment la mentalité à l'américaine que j'adore, quoi. Tu vois, ils sont prêts à donner de leur personne sans même que tu leur demandes. Alors qu'en France, même quand tu demandes, parfois, on te dit non, quoi. Et moi, je trouve que la vibe, elle est différente, voilà. C'est-à-dire que... ils te donnent confiance en toi aussi, tu vois. Parce que eux ont confiance en eux et donc ils sont pas dans le jugement. Donc c'est un cercle vertueux. Oui, exactement. Voilà. Et là, quand je parle de vibe, tu vois, par exemple, là tout à l'heure, comme tu sais, je viens d'accueillir une collègue américaine qui vient d'arriver. Voilà, c'est le smile, c'est hey! On est tout de suite un peu sur un truc, tu vois, super positif. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire, machin, etc., etc. Qui peut parfois être un peu agaçant quand t'es français, parce que tu dis, ça va, c'est bon. C'est ça, mais en fait, moi, j'ai pas ce truc-là. Moi, j'ai un peu ce truc de... en fait, le monde, il est déjà compliqué. On vit dans quelque chose où il y a l'inflation, on a des guerres, des tensions. Il y a pas mal de choses qui se passent et quand tu regardes la télé, il n'y a pas beaucoup de choses pour sourire. Donc,
pour moi, quand on a ces relations-là avec les personnes, et parfois elles sont courtes, c'est des échanges qui sont courts, ben voilà, j'apprécie en fait une énergie haute, positive, etc., et que les gens ils puissent être eux-mêmes. Ouais. Et je trouve qu'en France, c'est encore un peu trop restreint. Ouais. Et qu'on a peur de faire trop. Ouais. Donc, tu vois... C'est ça, ou peut-être de déranger. Ou de déranger, de trucs. Après, il y a aussi ce côté où faut pas trop se montrer aussi, tu vois. Ouais, Mais complètement. voilà. Mais moi, j'apprécie que, tu sais, tu kiffes, tu kiffes, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. C'est ça. Tu vois. Et c'est Puis ce les que gens j'aime. ont le compliment facile aussi, du Voilà. coup. Parce que, enfin, des gens qui te croisent dans la rue, j'aime trop, je sais pas, ta robe, ton truc. Carrément. Et je trouve ça hyper cool. Alors, et en France, tu vois, enfin, à Paris, en tout cas, moi, ça m'arrive dans la rue de voir une personne qui a un truc trop stylé sur elle et j'ose pas lui dire parce que je me dis, mais elle va se dire, elle sort d'où et tout. Après, dans un contexte, par exemple, en soirée, etc., je vais avoir beaucoup moins de mal à le faire. Ouais. Mais juste quelqu'un que je croise comme ça dans les transports ou dans la rue, j'ose pas. Alors qu'en fait, tu peux refaire sa journée à cette personne. Mais bien sûr. Mais bien t'oses sûr. pas parce que ça se fait pas ici, quoi. Et moi, tu vois, et je pense que c'est aussi ce qu'on partage parce que moi, par exemple, on me l'a dit ce matin. Ouais. Et j'ai dit, mais super, parce que tu vois, c'est pas quelque chose que tu recherches, mais c'est agréable. Bah ouais, complètement. Et puis, et j'étais contente que quelqu'un prenne le temps de le partager. C'est une good vibe qui m'a passé nice. Ouais. Et que peut-être que du coup, bah, moi aussi, j'étais dans une good vibe que j'ai partagée derrière. Donc, voilà, je pense qu'il faut se passer les good vibes et que en termes de compliments ou autres, voilà, faut essayer de pas être avare. Et quand je dis ça, je le dis pour moi-même parce que peut-être que ma personnalité initiale, elle est pas dans le merci ou tu vois, le truc comme ça. Mais j'ai appris avec le temps que il faut faire cet effort-là et que c'est important. Complètement. Moi, c'était plus pour combattre de la timidité. Je pense que c'est quelque chose que j'ai intégré et aussi pour mieux recevoir le compliment parce que je sais que le compliment, ça me mettait vachement mal à l'aise. Donc, j'avais du mal à en donner. Et puis un jour, je me suis dit, non, mais en fait, si tu penses un truc bien, pourquoi tu le dis pas, quoi. Et maintenant, bah, naturellement, dès que je vois des potes, tu vois, tout à l'heure, je te dis, trop bien, comment t'es habillée, etc. Et puis même parfois, donc, à des gens que je connais pas, je trouve ça trop important et c'est cool. Juste, ça fait du bien de faire du bien. Donc, voilà, quoi. Voilà. Alors, pour revenir à Londres, Yes. donc du coup, tu as fait donc, un stage puis une année de césure. Ensuite, tu as travaillé là-bas. C'est ça. Bon, alors, voilà, j'ai fait pas mal d'allers-retours puisque mon année de césure, elle s'est transformée en 2 années de césure. Mais oui, en fait, voilà, j'ai travaillé là-bas, j'ai étudié là-bas. Donc, j'ai fait un master en ressources humaines internationales. Et ça aussi, c'était important pour moi parce que en France, j'apprenais la RH en France. Mais moi, j'ai toujours eu cette ouverture sur l'international. C'est quoi de la RH en Afrique, en Asie, etc. Et j'ai pu le faire quand j'étais à Londres. Donc, et j'étais super contente, heureuse, fière de pouvoir faire ça. Parce que j'ai le sentiment que c'est pas un truc qu'on pouvait faire en France, ou en tout cas, à l'époque, j'avais pas cette offre-là en France. Et j'étais obligée de m'expatrier pour l'avoir. C'est intéressant. Parce que du coup, tu penses que l'approche des RH en France ou ailleurs, c'est différent, c'est pas... Ah, c'est pas que je pense, elle est complètement différente. La RH, alors t'as déjà le droit. Le droit dans les différents pays est différent. Oui, c'est vrai. Donc, de là, c'est pas les mêmes choses. Et puis, t'as aussi des pays ou des régions qui vont être plus pro-employés et d'autres qui vont être plus pro-employeurs. Donc, même ça ton job, il est pas pareil en fonction de ça. Et puis après, t'as la diversité et tout ce que ça implique. Dans le recrutement, dans la création d'équipes, dans les questions aussi de mobilité internationale, etc. Donc, c'est toutes ces, on va dire, thématiques-là que j'ai apprécié étudier en Angleterre. Et ensuite, c'est sur ces thématiques que j'ai travaillé. Ok, d'accord. C'est intéressant.
Du coup, est-ce que tu gagnais bien ta vie là-bas, toujours en comparaison avec un métier à compétences égales en France, enfin à Paris? Est-ce que en termes de niveau de vie, c'était mieux là-bas qu'ici, etc. Oui, je dirais que c'est quand même mieux. Alors, au début, pas forcément. Ouais. Sur les premiers jobs que j'ai pu faire, etc., euh, c'était un peu similaire à ce que je pouvais trouver à Paris, sauf que la vie là-bas était quand même plus chère. Ok. Donc, je pense qu'à la fin du mois, j'étais quand même plus ric-rac. Ouais. Mais voilà, en tout cas, moi, je l'ai expérimenté. Effectivement, dès qu'on pousse un petit peu, qu'on veut évoluer, etc., on évolue quand même assez rapidement. Ouais. Donc, moi, sur les premiers jobs, j'ai facilement doublé mon salaire. Ah ouais. En En quelques peu de temps? mois. Ah ouais, en quelques mois, ok. Et donc voilà, par exemple, j'ai commencé à un certain niveau, et puis après j'ai eu des opportunités pour être manager, et voilà. Donc Ok. je l'ai vraiment vécu, ce truc où bon, t'arrives, tu payes ton loyer, tu payes ci et ça, et t'es un peu ric-rac et tout. Et puis après, tu bosses, et t'évolues assez facilement. Ouais. Je dis pas que c'est la même chose pour tout le monde, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. Et moi, j'avais peut-être 22 ans, je sais pas, faudrait que je fasse le calcul. Ouais. Mais voilà, 22, 23. Voilà, on me met manager pour la première fois. J'ai des gens dans mon équipe qui sont plus âgés que moi. Je me dis, mais où est la légitimité? Qu'est-ce que je vais leur apprendre, etc. Donc, il y avait tout ce truc-là. Et je me dis, ah ouais, là, on me met vraiment sur le fait accompli parce que eux, ils ont vu des compétences dont moi-même, je suis pas encore à l'aise Sûr, ouais. avec ou sûre ou voilà. Donc, alors que en France, j'ai le sentiment que c'est le contraire. C'est-à-dire que même celui qui est prêt à 100%, qui le demande pendant des années, il faut encore parfois super longtemps avant qu'il ait vraiment le poste, quoi. Ouais. Donc, j'ai vraiment vécu ce truc-là. Ok. Je pourrais pas dire que tout le monde vit la même chose, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était possible. Et j'ai apprécié. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à travailler plutôt dans les sales, entre guillemets, c'est-à-dire que je vendais des formations d'anglais en ligne. Ouais. Donc voilà, j'étais en contact avec des particuliers, aussi avec des petites entreprises. Et du coup, c'est pas mon cœur de métier directement. En tout cas, toute la partie commerciale, ça l'est pas. Ouais. Par contre, la formation, etc., là, on est plus en lien avec la RH. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié et je suis reconnaissante du fait que, voilà, c'était pas forcément mon domaine. Moi, je suis un peu outsider. On m'a mis devant le fait accompli. Et donc, c'était dans ce boulot-là que tu étais manager, du coup? Ouais. Ok. Ouais, c'est... Comme on dit, sky is the limit, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, après, donc moi, je me sentais pas spécialement légitime, mais du coup, j'essayais avec mon équipe de rester très humble, en leur disant, écoutez, il y a des choses que vous savez mieux faire que moi, hein, mais moi, je vais être là plutôt pour coordonner, s'assurer que tout va bien. Si vous avez quoi que ce soit, vous venez me dire, etc. Donc, je la jouais pas la boss de quoi que ce soit, mais voilà, j'ai vécu à ce moment-là un peu, bah voilà, c'est quoi manager une équipe. C'est bien parce qu'en plus c'est formateur pour plus formateur. Tard dans ta carrière, etc. Ouais. C'est très très formateur parce que du coup après. Donc dans ma carrière, j'ai eu des rôles où justement j'étais manager, puis après je voulais plus forcément l'être, et après je l'ai eu à nouveau, mais en tout cas c'est quelque chose que je veux faire. Et aujourd'hui, dans mon rôle, j'accompagne des managers. Ouais. Donc c'est aussi parce que je me souviens de cette époque où on m'a mis là et qu'il fallait faire et que c'est pas évident. Ouais. Voilà. Et quand tout se passe bien, c'est super, mais quand t'as quelqu'un dans ton équipe, par exemple, qui performe pas, il faut pouvoir gérer aussi ces trucs-là. Donc ouais. Ok. Et il y a un peu ce truc, par exemple, ma collègue américaine me l'a redit là aujourd'hui, c'est que, bon, ce qu'ils essayent de beaucoup mettre en place, c'est le côté où que tu sois stagiaire ou CEO de la boîte, etc., le respect, c'est le même pour tout le monde. On est des êtres humains et voilà, on doit se traiter. Personne n'est au-dessus de personne, même s'il y a une hiérarchie, quoi. C'est ça. Ouais.
Personnellement, je l'ai plus senti, par exemple, en Angleterre qu'en France, où j'ai senti et je sens encore, parfois, que la hiérarchie, elle compte, que le stagiaire ou l'alternant n'est pas traité tout à fait comme le directeur, etc., etc. Et ça me gêne. Ouais, complètement. Et puis, même au-delà de la hiérarchie, je pense que en tant que personne noire, dans un pays, enfin, en tout cas dans des villes, ou même non, si je vais dire pays, parce que, tu vois, j'étais aux États-Unis, là, dans des bleds paumés, quand j'ai fait mon road trip sur la West Coast, là, et les gens, ils étaient super gentils, quoi. Même des gens où tu pourrais dire, c'est des pecnos, les bouseux américains qui parlent avec un accent, voilà. Et non, super respectueux, gentil, voilà, quoi. Moi, je m'attendais justement à être un peu mal regardée, genre, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, et tout. Pas du tout. Mais vraiment, hein, donc parfois aussi, il y a des idées reçues, tu vois. Alors après, bien sûr que pas non plus dire que ces pays-là sont parfaits, Voilà, pardon, et qu'il n'y a pas de choses à corriger. Mais je pense qu'en termes d'expérience de vie personnelle, il y a quand même moins de charge mentale à pas mal de niveaux. Ah oui, clairement. Dans ces pays-là, quoi. Clairement, clairement. Je pense que ce soit moi ou les personnes autour de moi, les gens étaient plus focus sur OK, comment je vais faire de l'argent, comment je vais accomplir ci et ça, développer ma carrière, etc. Il y avait vraiment un focus là-dessus, beaucoup moins sur vas-y. Comment il est l'autre là, Micheline, elle me saoule, etc. Voilà, moi, franchement, et revenir, parce que du coup, bah voilà, je suis restée en Angleterre un certain nombre d'années. Revenir ici, c'est revenir aussi dans ce qu'on avait oublié. Et c'est très difficile. Ouais. Bah, justement, avant de parler de ta réinstallation à Paris, je voulais dire que je sais combien tu es proche de ta famille. Du coup, comment tu te sentais là-bas dans le fait d'être loin de tes proches au quotidien, etc. Est-ce qu'ils te rendaient visite souvent? Est-ce que toi, tu rentrais régulièrement ou pas? C'est une bonne question parce que moi, je me sentais assez mal à l'aise. Dans ma famille, en fait, on a grandi tous ensemble, très proches. On se voyait tous les week-ends ou très, très régulièrement. Et du coup, partir, c'était mon choix. Mais en même temps, c'est un peu quitter le clan. Et j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Mais eux, comment ils l'ont reçu, ça, le fait que tu partes Alors, bon, après, il faudrait leur demander. Ou en tout cas, comment ils te l'ont fait ressentir à toi, quoi. Faudrait leur demander, parce que du coup, la famille, c'est la famille grande et élargie. J'ai mes tantes, j'ai mes cousins, j'ai mes oncles, etc. Mais en tout cas, si je prends le petit cercle, mes parents ou... moi, je sais que, par exemple, j'avais souvent ma grand-mère qui disait, mais qu'est-ce que t'es allée faire en Espagne? Je disais, mamie, je suis en Angleterre! Donc, voilà. Donc, elle me dit, mais rentre. Voilà. Donc, déjà, il y avait ce côté, mais c'est quoi ton problème, en fait? Voilà. Et je pense après, pour mes parents, je sentais qu'ils étaient pas super à l'aise et que si je dis que je rentre, ce serait mieux. Mais ils te soutenaient quand même, je pense, parce qu'ils venaient quand même régulièrement. Oui, voilà. Après, ils ont... J'ai le souvenir de ça, quoi. Oui. En fait, ils m'ont accompagnée dans certains moments de ma vie. Par exemple, la remise des diplômes. Donc, voilà, ils sont venus. À certains moments, quand il y avait des choses, des transitions, des choses, etc. Ils sont venus. Voilà, c'était... Mais c'est un gros truc. C'est-à-dire que, par exemple, mon père, c'est la première fois qu'il partait à l'étranger. Ah ouais. Donc, tu vois, au final, c'est toi qui fais voyager tes parents. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y avait un peu aussi ce truc. Mais oui, donc moi, ça me faisait plaisir, cette partie-là, parce que c'est un peu un give back. Ils m'ont aidé et soutenu, et donc voilà, ils ont après... tu leur rends à ta manière. C'est ça. Donc voilà. Mais pour ma famille, c'était assez compliqué. Après, honnêtement, je revenais très régulièrement.
jusqu'à ce que peut-être qu'il y en a qui savaient même pas que j'étais là-bas. Parce que dans ma famille, il y a souvent un mariage, un baptême, une communion, une fête quelconque. Ouais. Et souvent, je me disais, je peux pas manquer ça, quoi. Ah oui, je donc suis déjà loin. Tu faisais l'aller-retour. Ouais. Donc, je revenais quand même pas mal Ouais. parce que j'avais déjà ce truc de je manque pas mal de trucs. Ça, je peux pas. Ok. Oui, puis quand même, Londres, c'est pas non plus le bout du monde. Donc ça. C'était quand même pratique à ce niveau-là, j'imagine. Voilà. Enfin, pratique, c'est-à-dire financièrement. Ça coûte cher, mais voilà, pratique c'est en ça. termes de temps, de déplacement, quoi. C'est ça. Et du coup, pourquoi est-ce que t'es rentrée ? Alors, je suis rentrée... il y a pas mal de raisons, pro, perso, etc. Mais il y avait une opportunité professionnelle parce que j'avais un job un petit peu qui m'attendait. Et c'était aussi dans une période bizarre du Brexit. Ok. C'était juste avant, je crois, que tu es rentrée, non ? C'est ça. En fait, le Brexit, t'as l'impression qu'il a duré 5 ans. 10 plombes. Voilà, parce qu'entre le moment où on en parle et après, il y a eu les votes. Et après, je crois que c'était 2 ans après que ça allait être vraiment mis en place, etc. Donc, c'était super long, en fait, ce truc. Mais j'avais l'impression que c'était un peu la fin d'une période. Ouais. Et il y avait quand même pas mal de discours xénophobes qui revenaient aussi à cette époque-là. Les gens sortaient de leur grotte. C'est ça. Hello, on est là. Donc, il y avait un peu ce côté, les étrangers, ils viennent prendre notre travail ou bien, le système de santé fonctionne pas parce qu'il y a trop d'étrangers. Il y avait pas mal de discours un petit peu comme ça à ces époques-là. Donc, il y a plein de sujets là-dessus. Moi, il y avait un peu ce côté aussi où j'ai jamais été complètement à l'aise d'être loin de mes parents, qui prennent de l'âge aussi. Et donc, j'avais toujours cette petite culpabilité. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de sujets pro et perso qui ont fait que je me suis dit c'est peut-être le bon moment aussi de rentrer. Ok, d'accord. Attends, je regarde un peu combien de temps ça fait qu'on parle, parce que j'ai l'impression que ça fait un petit moment. 1h07. Mais je pense qu'on va faire une pause là. Si tu veux bien. Hein. Oui, ça va. Comme ça, on coupe l'épisode en 2 pour pas trop saouler nos auditeurs et auditrices. Et écoutez, merci pour ce premier épisode. Merci d'avoir écouté. Et on reprend tout de suite avec la suite. Ça marche, à toutes. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à laisser des petites étoiles si vous êtes satisfait du contenu. Vous pouvez également vous abonner aux réseaux sociaux du podcast disponibles en description. En attendant, je vous dis à la prochaine et vous remercie de votre écoute. À bientôt.